Donc, nous allons débattre avec nos trois invités de marque, ici présents, comment faire pour instaurer des institutions et restaurer l'opinion des médias classiques. Donc, Madame Hamida Albour, docteur en sociologie et directrice de l'Institut de presse et des sciences de l'information. Madame Elé Hamden, cinéaste, créatrice de contenu visuel et photographe palestinienne. Elle compte en fait plus d'1 million d'abonnés sur Instagram et elle est membre active dans le secteur de l'humanitaire. Et enfin, Zied Dabbar, président du syndicat national des journalistes tunisiens. Madame Hamida, alors aujourd'hui, sur le marché médiatique, les nouveaux médias, à savoir les réseaux sociaux, et on parle de Facebook, Instagram et plus récemment TikTok, ils sont en train de surpasser, n'ayant pas peur des mots, les médias classiques. Ils sont plus influents, ils sont plus crédibles et surtout, ils sont économiquement viables. Donc, est-ce que vous considérez les médias nouveaux comme des médias, enfin, comme un métier véritable dans le journalisme? Merci pour cette question. D'abord, je tiens à remercier l'IACE pour l'invitation. Et vous dites plus fiable. Si ce qu'on appelle, je préfère parler, vous avez dit que je suis sociologue, par ailleurs, à part être journaliste. Si on parlait de réseaux sociaux numériques, moi je pense que c'est plus exact. Si c'était plus fiable, pourquoi on lancerait les plateformes de fact-checking? Plus viable, d'accord, plus viable, oui, la viabilité. Est-ce que réellement c'est des institutions économiques? D'accord, les réseaux sociaux numériques sont ouverts pour tout le monde. Chacun peut s'exprimer aujourd'hui pas comme il veut, avec les restrictions, comme il peut, etc. Mais quand même, ce n'est pas une activité organisée au sein d'un espace, d'un champ donné. Ceci dit, moi, je voudrais qu'on dépasse cette vision médias classiques, médias nouveaux. Si on parlait de médias tout court, parce que les médias dits classiques sont aussi sur les réseaux sociaux numériques. Les médias ont leur compte, leur site, etc. Et ils explorent les potentialités. Bien évidemment, chaque média se lance ses propres logiques, ses moyens, ses ressources, sa vision. Est-ce qu'ils essayent un peu de voir que le numérique, d'une certaine manière, c'est quand même un champ qui présente pas mal d'opportunités? Je donne un exemple, avec les blogs, le journal Le Monde, le journal français Le Monde, a essayé d'intégrer les blogueurs, etc., parmi ses rédactions, et il y avait toujours quelqu'un qui vérifie un peu ce qui est diffusé, etc. Et donc, c'est une forme d'évolution, et le champ médiatique, je considère que c'est le champ le plus réceptif pour les nouveautés technologiques, les nouveautés numériques. Et chaque évolution entraîne une certaine vision et également beaucoup d'opportunités. Parce que quand vous dites médias classiques, si on regarde par exemple les médias américains, New York Times, Washington Post, est-ce qu'ils ont disparu? Non. Donc vous voyez, tout est question de vision, de stratégie, comment essayer de voir l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui. Ce sont des opportunités pour les médias. Encore faut-il savoir comment les explorer, comment avoir une certaine vision, non pas à court et à moyen terme, mais à long terme. C'est-à-dire réfléchir à nos médias. Comment est-ce qu'il serait dans 20, 30 ans? C'est sûr, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui va disparaître. Il y a d'autres évolutions. Donc, il y a d'autres formats qui se créent. Il y a d'autres métiers qui se créent. Demain, les rédactions ne vont pas être ce qu'elles sont aujourd'hui. On doit intégrer, bien évidemment, c'est sûr, le journaliste parce que c'est un socle important dans la diffusion d'une information vérifiée, etc. Peut-être son rôle va se transformer en
vérificateur, mais également en explication, en profondeur, à travers une sorte de journalisme de qualité, l'investigation, par exemple, qu'on retrouve un peu aujourd'hui, qui est en train d'avoir une certaine, pas notoriété, mais impact pour changer les sociétés, pour essayer de produire les changements, pour essayer d'être dans ce rôle critique des médias, mais en étant constructif, en montrant les dysfonctionnements. Ça, c'est très important. Je pense que c'est primordial. Également, les nouveaux formats, les contenus, etc. L'écrit, c'est toujours important, bien sûr. On écrit pour l'image, on écrit pour la radio, etc. Mais aujourd'hui, il y a d'autres formes d'écriture auxquelles d'ailleurs nos jeunes journalistes, les étudiants à l'IPSI, sont en train d'être initiés à ce genre de format, etc. Et puis, par rapport même à l'exercice de la profession, regardez en Tunisie, il y a de plus en plus de journalistes freelance. On ne réfléchit plus au journalisme comme étant un métier qu'on exerce dans un média, et si on sort de ce média, on peut disparaître. Et donc là, vous voyez, il faut intégrer, moi je pense, il faut intégrer ces changements dans leur aspect positif. Bien évidemment, il faut qu'il y ait des garde-fous, les garde-fous éthiques, parce que l'éthique, c'est quelque chose de fondamental, etc. Oui. Mais toujours est-il, c'est de nouveaux métiers qui se créent, et il faut réellement avoir une vision comment évoluer dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Justement, et tout ce qu'on peut dire là, c'est qu'il y a certains médias en Tunisie qui s'inspirent de l'étranger. Par exemple, on peut citer l'exemple de Faza, c'est une plateforme. Elle s'inspire de Brut, et mine de rien, Brut, il a 250 millions de spectateurs uniques par mois, ce qui est phénoménal. Et Faza, il génère, je pense, une centaine enfin, je ne sais pas combien, une dizaine de millions, peut-être par mois. C'est quelque chose de gratifiant. Mais oui, bien sûr. Les success stories, les expériences réussites sont toujours source d'inspiration. Il y a, vous citez Faza, mais il y a sur d'autres lieux également. Il y a Mediapart, par exemple, le média français qui a été créé par Edoui Plenel, qui était directeur de la rédaction du journal Le Monde, je cite toujours Le Monde, et en pleine expansion, il a démissionné pour créer Mediapart, etc. Et donc, sa philosophie, c'était, si vous voulez, un journalisme de qualité, il faut payer pour avoir... Et le public français a réagi positivement. Il y a d'autres expériences également qui sont source d'inspiration, que ce soit en France, aux États-Unis, mais également en Tunisie. Il y a quand même des expériences qui sont en train de naître et qui tracent leur voie avec... Dans l'air du temps. Exactement, c'est-à-dire ce sont des expériences qui sont aujourd'hui, peut-être on ne peut pas parler en termes d'audience, mais qui produisent un impact et qui se maintiennent. Je cite les cas des plateformes, bien sûr, les plateformes numériques, le Ketiba, Kifada, Newet qui se maintient, etc. Et puis des stations radio également qui arrivent à avoir une grande part d'audience. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, c'est un peu... le champ est très ouvert et, bien évidemment, celui qui sera le plus inventif, le plus créatif, tout en restant crédible, parce que quand on est un média, exactement, la pérennité, c'est la crédibilité. C'est celui qui va rester. Puis, malheureusement, en Tunisie, nous n'avons pas des études du public. Les sondages et les taux d'audience, ce ne sont pas des études du public. On a réellement besoin de savoir quelles sont les tendances du public tunisien. Certains vont vers de nouveaux formats, les jeunes,
Boubli, par exemple, vous avez cité Faza, mais certains sont sur d'autres plateformes. Et nous, hein, on va dire qu'ils ont un certain âge, on n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que nos jeunes vont vers ces contenus-là. Mais parce que malheureusement, les médias classiques, regardez un peu, j'ai repris classique parce que c'est classique par rapport aux représentations. Non, on va parler informel, là. Hein. Oui, justement. Il n'y a pas, les jeunes, on ne les voit pas par rapport au contenu. Dans le champ de l'audiovisuel, il n'y a presque pas les jeunes. Ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a un contenu qui est destiné aux jeunes, les enfants? Et puis par la suite, vous voulez qu'à 25 ans, ils vont revenir vers... Non, ça n'a pas de sens, non. Il faut aller, dès le départ, aller vers ce public. Il faut aller vers ce public dès la jeune enfance, hein, dans les jardins d'enfants. Moi, en tant que directrice de l'IPSI, parfois, vraiment, je ressens une certaine frustration hein, quand des écoles primaires françaises nous sollicitent pour parler des médias et du monde du journalisme aux élèves, alors que les écoles primaires, même à la Manouba, hein, l'IPSI c'est à la Manouba, ne réfléchissent pas à ça. Vous voyez un peu, s'il n'y a pas ce lien dès la petite enfance, il ne va pas se créer à l'âge adulte, ça y est. D'autant qu'aujourd'hui, bien évidemment, les enfants sont nés dans un environnement numérique, avec la tablette, le smartphone, etc., etc. Et donc, il y a toute une culture à essayer d'inculquer dès la petite enfance. Donc là, on va se dire que le public moderne, il cherche une connexion humaine. Ce que les médias classiques n'ont pas. Pas tout à fait, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut créer des habitudes. Les habitudes de lecture, de consommation médiatique. Comment les créer, justement? Justement, on les crée par l'éducation aux médias et qui doit être présente, comme je viens de le dire, dans les jardins d'enfants, puis dans les collèges, etc. Accompagner un peu dès l'enfance. Exactement, dès l'enfance. Parce que ça, c'est très important. Le plus important aussi, c'est d'éduquer à la vision critique vis-à-vis des médias aussi. Parce qu'il y a pas mal de contenus, bien évidemment, qui peuvent être nuisibles. Et donc, c'est toute une vision, vous voyez, toute une vision. Mais malheureusement, nous, l'éducation aux médias, c'est des initiatives individuelles. On en parle, mais réellement, il n'y a pas d'ancrage systémique de cette question-là. Et pourtant, sous d'autres cieux, hein, il y a quand même le débat, médias classiques, médias nouveaux, ne se pose pas parce que c'est une vision d'une évolution d'un champ qui est en perpétuelle transformation. Et ces transformations sont considérées comme de nouvelles synergies qui vont donner de nouveaux développements stratégiques pour les médias. C'est-à-dire, vous avez un journal qui a commencé un journal papier, et puis aujourd'hui, vous voyez, il se décline sur pas mal de formats. Il a pas mal de productions, il produit de la vidéo, pourtant c'est un journal, hein, mais parce qu'un journal c'est un label aussi. Hein. Oui. Quand on a été créé au XVIIIe, XIXe siècle, etc., on devient une institution, on devient une partie du patrimoine culturel d'un pays. Et donc c'est un label, et donc qui se décline, comme je viens de le dire, vidéo, podcast, etc., etc. Et s'il y aura d'autres formats, il est capable d'intégrer ces nouveaux formats et d'évoluer et de continuer son chemin. D'accord. Bon, là, en fait, j'aimerais poser une question à Elle, si c'est possible. Elle est créatrice de contenu et elle a eu un impact considérable sur le monde entier et surtout le monde occidental. Vous comprenez?
D'accord. Je vais poser la question en arabe, hein, ne vous inquiétez pas. كيف كان تأثر منصاتك وصوتك على المستوى العالمي وخاصة العالم العربي؟ أول شيء صباح الخير جميعاً، وأعتذر عن تأخير الخارج عن السيطرة تماماً في الصباح. أنا كنت من 7:30 أتشوق لهذا اللقاء، فشكراً جميعاً لهذه الدعوة الكريمة. بداية نبدأ سريعا. أنا أعمل في مجال الإنتاج الإعلامي، إخراج الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والإعلانات التجارية على جانب، فلدي شركة إنتاج إلى جانب ذلك منصات على منصات التواصل الاجتماعي بما يقارب تقريبا 3 مليون بين منصات مختلفة، ولكن المنصة الأساسية هي انستغرام التي نعمل عليها حاليا. والأستاذة حميدة يعني أضافت إضافة مهمة عندما تحدثت عن ربط عالم الصحافة والتحليل والأخبار بعالم منصات التواصل الاجتماعي، لأنه بصراحة صعب فصلهم، هم عملية تكاملية بين الصحافة والأخبار وبين عملنا كحقوقي ونشطاء على هذه المنصات. أنا فلسطينية وأردنية، أقيم بين فلسطين البيرة، يعني جدتي تكون مبسوطة لما أحكي اسم المدينة، أنا من البيرة في فلسطين بقرب رام الله، وكذلك أردنية. وطبعا في الفترة الأخيرة كرسنا كامل جهودنا للأحداث التي تحدث الآن في غزة، ولا أسميها حرب، أسميها عدوان الذي يحدث في غزة. وشعرنا لوهلة وكان الموضوع مباشر، يعني بعد أسبوعين وأنا تونس من أوائل الدول التي خرجت يوميا في تجمع سلمي نصرة لأهلنا في فلسطين. يعني متابعين حضرتكم الأخبار أكيد، عندما قطعوا عنهم جميع وسائل التواصل، قطعوا عنهم الإنترنت، قطعوا عنهم الهواتف، وكانت في بداية الأحداث قطع يعني تعتيم شامل، عرفنا أكثر من أي وقت سابق أهمية دورنا. في الوقت اللي بيحصل فيه تعتيم في مكان ما لازم يكون فيه تسليط ضوء من مكان آخر، وهون شعرنا أنه جاء دورنا. وفعليا من تجارب سابقة وللمتابعة للأحداث، ومعظمكم أسد وتعمل في مجالات مختلفة ولكن متابعين للأخبار والأحداث العالمية، أحداث حي الشيخ جراح قبل عامين وكذلك كان فيها ثورة إعلامية في عالم التواصل الاجتماعي بما يخص القضية الفلسطينية، بنينا عليها ما يحدث الآن من خلال استغلال المنصات لإيصال الصوت الحقوقي، وهنا التركيز على الصوت الفلسطيني. اللغة التي كنا نتحدث فيها قبل عامين كانت العربية، نتحدث مع الجمهور العربي إعادة إحياء وتعريف بالقضية الفلسطينية واللي عمرها 75 سنة، والجيل الجديد الذي انفصل للأسف عن الصحافة التقليدية والتي هي أساس في وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم، هذا أدى إلى وجود فجوة ما بين الجيل الجديد وجيلنا. أنا لا أعتبر من الجيل الجديد الآن فإحنا صوتنا كان يجب أن يستعيد هذا الجيل، لأنه هو المحرك الأساسي الآن لأي شعوب. الجيل في المراهق، الجيل بين 20 و30 هو المحرك لهذه القضايا. فحولنا الآن لغة التواصل على منصات التواصل الاجتماعي إلى لغة إنجليزية. من اليوم الأول في الحديث عن القضية الفلسطينية في هذا العدوان لجأنا إلى اللغة الإنجليزية، وكان التفاعل بصراحة صادم حتى لنا. يعني كنا نعتقد أننا خسرنا التضامن الشعبي فيما حدث، وخسرنا بسبب قوة البروباغندا المضادة، ولكن استخدام اللغة الإنجليزية ولدينا من الحقائق المدمية بصراحة ما يكفي لإثبات قصتنا. يعني حتى للأسف لم نتعب في إثبات الحقائق في أن الفلسطينيين هم ضحية هذا العدوان. على تيك توك مثلا، وهو المنصة التي يعتبرها المعظم منصة يعني ممكن احنا بنحكي بالشعب تافهة أو للجيل التافه، ولكنها بصراحة كانت منصة محورية في التعريف عن الحقوق وفي التعريف عن حتى للصحفيين في مرحلة ما هي كانت تعتبر منصة محورية، وحصل فيها تفاعل بما يخص القضية الفلسطينية 7 أضعاف أكثر انتصاراً على البروباغندا الصهيونية، 7 أضعاف انتشار الهاشتاج المتعلق بالمحتوى الفلسطيني عن المحتوى المتعلق بالبروباغندا المضادة، مع أنه الأموال التي تصرف على البروباغندا المضادة أضعاف.
احنا والله نشتغل ببلاش ولا دينار، ولكن كما قلنا لدينا من الحقائق والمعلومات ما يكفي لإثبات قصتنا، يعني الحقيقة تتكلم عن نفسها. تيك توك كان له نقلة نوعية في الحديث الحقوقي إلى درجة إنه قبل أيام زي ما بتعرفوا الآن بدأ السباق للبيت الأبيض، السباق الرئاسي. كان هناك مطالبات من بعض المرشحين بإزالة تيك توك من أمريكا بسبب وصول القضية الفلسطينية ل7 أضعاف ما وصلت إليه البروباغندا الصهيونية، في ادعاء أن تيك توك متحيز. حتى تم نشر الدراسات الرسمية التي، وكان عنوان بصراحة الخبر مضحك، كان عنوان الخبر الذي يثبت أن تيك توك غير متحيز، بل أن الشعوب هي تختار ماذا تريد أن تنصر. كان الخبر يقول في الإنجليزية تيك توك is not biased, basically people love Palestine. وكان هذا عنوان الخبر، تيك توك ليس متحيز، بل ببساطة هو يتضامن أن يدعم القضية الفلسطينية. وهذا مثال صغير على أهمية استغلال هذه المنصات فيما يتعلق بالصحافة، والتي هي جزء أساسي من عملنا الحقوقي. بمعنى عملنا هو، سأقول جزء منه صحافة، ولكننا لسنا صحفيين بصراحة، وبالتالي لا أستطيع أن أقول فقط لأني عندي منصة عليها 1,000,000 أو 2,000,000 أو أستطيع أن أوصل صوتي وأنا أتحدث. يعني منصتي وصلت إلى، منصتي عليها 1,200,000. عدد المشاهدات التي وصلت إليها منصتي فقط في 3 أسابيع 220 مليون. فقس على ذلك من مليون، يعني عدد كم؟ يعني أردنين ونصف. يعني في الأردن 9 مليون، يعني أردنين ونصف. كم تونس عدد السكان؟ نفس الشيء، يعني تونسين ونصف. فهذا عدد ضخم أن تصل له منصة عليها 1,000,000 إلى ما يقارب دول في إيصال هذه الرسالة. فاستخدامنا الصحافة كان مصدر للمعلومة، لأنه بصراحة النشطاء والحقوقيين بلا تعميم طبعا لا يعني أنهم يستطيعوا التحقق من أساس ومصدر المعلومة. هم غير موجودين على الأرض في منطقة العدوان، غير موجودين على الأرض في شركة ما أو بلدة ما أو مدينة ما للتحقق من أصل المعلومة. وهنا يأتي دور الصحافة، والتي دائما نسعى أن تكون جزء أساسي من أي عمل على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه إذا فقدت مصدر المعلومة إحنا لا نستطيع الترويج لها بطرق مختلفة. ولكن الفجوة أن الشعب لا يقرأ، والصحافة لا زالت مع أنها بدأت تنتشر على، وطبعا لا أعمم الشعب لا يقرأ، ولكن نسبة القراءة ضعيفة جدا إلى درجة تسمح لي بالتعميم. ولكن وجود الصحافة التقليدية وكسرها الصحف والمجلات إلى الانتقال إلى منصات التواصل الاجتماعي نقلة نوعية، ولكن لا زال تعتمد على القراءة المقالات والتحليلات. واشنطن بوست، نيويورك بوست وكل ذلك، نيويورك تايمز تعتمد على الاشتراك، $1 تقريبا بالشهر أو $2، ولكنها مقالات تحتاج لقراءة. ونحن الجيل الجديد يريد أن يشاهد المعلومة تلخص الكامل التاريخ دولة في 30 ثانية وبطريقة ممتعة وبوجود أنيميشن وجرافيكس وأصوات ترفيهية حتى تجذب أنظاره. فهناك تحدي ما بين إيصال المعلومة والوصول إلى الجيل الآن اللي هو المحرك الأساسي للقضايا في جميع الدول العربية والغير عربية، الجيل ما بين 18 إلى 30 سنة، وهم صناع القرار مستقبلا، هم سيكونوا الوزراء، هم سيكونوا الرؤساء. فهناك فجوة ما بين عملنا على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى هذا الجيل، وبين بصراحة الوصول للمعلومة ومصدرها الموثوق من الصحافة لعدم تفاعل الجيل مع هذه الأخبار. فأحيانا أقول عن نفسي وأنا ثلاثينية، أقول إحنا جيل السلسلة، the chain، نربط ما بين الجيل السابق والجيل اللاحق على أمل أن نكون جسر للتواصل. دونك أنا حسب ما نفهم من كلامك الناس الكل لازم يعملوا تيك توك تو. شايف الآن Vous savez ce qu'il vous reste à faire. والله تيك توك، تويتر كيف تويتر في تونس؟ لا ما عندوش، ماهوش popular. نعم. إذا مسموح لي أضيف بس على تويتر، يعني من ناحية معلومات، أنا اكتشفت من خلال استخدامي لعدة منصات، أنا عندي تيك توك، عندي انستغرام، عندي يوتيوب، عندي فيسبوك، وعندي تويتر، أن تويتر من أهم المنصات لصناع القرار.
لصناع القرار، ليس الجيل الصغير بالذات، صناع القرار، الرؤساء، الصحافة، الإعلام، الحرب الإعلامية الحقيقية على تويتر. يعني فعليا حرب، يعني تغلق تويتر وانت تلهث من لأنك تحتاج إلى الرد، تحتاج إلى التوضيح، تحتاج إلى إعادة النشر، ومن هناك تستسقي الكثير من منصات الغرب مثلا معلومات عن الدول العربية من الصحافة. يعني لازم يكون يمكن على خاطر تويتر سريع جدا، معناها تبوستي فيه حاجة هي كثيرة. الأحداث الآنية، واحنا في عصر السرعة. صح، وهي الأحداث الآنية وبطريقة مختصرة، ولكن هي بصراحة كمان يعني منصة عميقة، يعني المحتوى فيها عميق وليس سطحي. كما تيك توك نجم تيك توك يعني أنا أما فورما ديفرنت. يس، لأنه بصراحة الآن أخجل أن أقول عنها منصة سطحية بالدور بالدور الذي تقوم به الآن، مع أني كنت من هذا الجمهور. تعرف أنا جوست باش نحكي حاجة على روحي. il y a pas longtemps j'ai été traitée de dinosaure. عمري 37 ans et une fille de 20 ans قالت لي كيفاش ما عندكش تيك توك، كيفاش عندك كان فيسبوك وانستغرام. وما كنتش نعرف الامباكت هذايا نتاع التيك توك، ما عنديش فكرة. دونك voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs, mesdames. Elle est باش نسألك بربي حاجة أخرى. كتبتها بالعربي أنا سؤال خاطر سي تري امبورطون باش لازمني. يعتقد البعض من الصحافة العريقة والتقليدية أن السوشيال ميديا مكان للتجمع العشوائي وأخبار بلا مصادر ومصداقية. دونك حسب رأيك دور المنصات في العشوائية هذه الكل شنو هو بالضبط؟ سامحني juste باش نعمل traduction بالفرنسي. واضح. Donc certains médias populaires et classiques pensent que les réseaux sociaux sont un lieu de rassemblement anarchiste et d'information non fondée. Donc ma question c'est quel est le rôle de la plateforme face au problème? لما قلتيها في الفرنسي أنا نسيت السؤال في العربي. تذكر. نعودوا. لا تمام. نعود لك. لا هيك تمام. شوف، ويوجد عشوائية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي. هذا يعني الكثير من الناس، أنت أحيانا تقرأ الخبر وتشوف إشاعة، يعني من فرط الإشاعة تستغرب انتشارها، يعني ولكن تكتشف أن مصدرها شخص غير مطلع، غير متعمق، ليس له سبل للتحقق من هذه المعلومة. هذا يعني أن دور الصحافة أصبح أهم، بمعنى يعني مطالباتنا كنشطاء أو حقوقيين أو نشطاء، مش ضروري بس في المجال الحقوقي، أنت ممكن تكون ناشط في المجال البيئي، في المجال الثقافي، في أي مجال آخر. نطالب الصحف والمجلات والصحفيين أن يكون لهم تواجد أكبر على منصات التواصل الاجتماعي، لأنهم يعني هم يعملوا على تحلية وتنقية المياه هناك. فعليا إذا هم خرجوا من هذه السباق أو خرجوا من هذه الدائرة تركوا للعشوائية مساحة أكبر، بينما تواجد الصحفيين هناك يبقى مثل المنارة، أن هناك دائما مصدر نعود له للمعلومة داخل منصات التواصل الاجتماعي. المشكلة تكمن أنه الكثير من الصحفيين ما عندهم منصات كبيرة، يعني ما عندهم، لأنه الصحافة تختلف في تقديمها للمعلومة عن طريقة تقديم معلومة بهدف الانتشار. تقديم معلومة بهدف الإفادة تختلف عن طريقة تقديم المعلومة بهدف الانتشار في أسلوبها، طريقة صياغة المعلومة. فلذلك في زي ما قلنا في مشكلة في تواجد وإيصال صوت الصحفيين على هذه المنصات. بس أنا برأيي مش لازم يتركوا الساحة فاضية، لازم يكونوا موجودين معنا، لأنه الآن هذا يعني خلص واقع. أنا منصات التواصل الاجتماعي هي منصات إخبارية للجيل الجديد. أنا يعني أخبار أولادكم من تيك توك، أحب أبشركم يعني لما يجي ابنك يقول لك صار كذا في غزة، هو فعليا شاف فيديو على تيك توك. ففي طريقة إنه نحارب هذا، وهذا تقريبا صعب، وخاصة إنه المنصات الآن هذه مجانية وتدفع لك كمان، يعني مش بس فقط مجانية، والآن الشباب يعملوا منها فلوس. فإنك تقنعهم إنه هذه المنصات غير مفيدة يطلبوا منك بديل، ومن سيدفع لهم في هذا السبيل؟ يعني ما في حد. فبذلك إذن علينا إنه إحنا نشيط دورنا على هذه المنصات لتصحيح الموصل عليها، وليس محاولة محاربتها أو إثبات تفاهتها.
أنا برأيي كل ما زاد المحتوى القيم عليها رفعت قيمة التطبيق. والتطبيق مؤثر لدرجة أنه محظور في بعض الدول، يعني فعليا محظور في بعض الدول، ولكن يوجد VPN وما إلى ذلك. لكن تحكي لنا كيفاش صار البويكوت عنا مديدة التالي نتاع some international brands. أنا في حديثي مع الصديقة في طريقي إلى هنا سألت على بعض أنا أحاول أتجنب ذكر اسم البراندسون، يا رب ما غير ما يا رب ما أذكر بالخطأ. ولكن كان في سؤال سألت صديقة تونسية وإحنا في الطريق، شو المنتجات الداعمة للصهيونية الموجودة في تونس أو مثل أي دول، يعني منتجات أجنبية موجودة في دول عربية. المنتجات الأساسية اللي إحنا فعليا قائمين على حملات ضدها غير موجودة عندكم، فبحييكم أصلا، بحيي تونس أنها غير موجودة في تونس من البداية، ولكن هي موجودة في دول عربية عديدة، مش موجودة داخل فلسطين. فلسطين مناطق من المناطق 1967، المناطق اللي هي حاليا خلينا نحكي تحت الحكم الفلسطيني، مع أنه كلياته محتل، ولكن موجودة مثلا في دول مثل الأردن، موجودة في لبنان، موجودة في مصر. فكانت حركة المقاطعة قوية، لأنه شعرنا بصراحة أنه اليد قصيرة، الخذلان قوي، مش عارفين كيف فعليا ممكن نأثر إيجابيا في دعم إخوتنا في فلسطين وأهلنا وأهلي. فكان من السبل هي المقاطعة. المقاطعة بداية بدأت بمقاطعة المنتجات أننا نريد أن ندعم أهلنا في فلسطين. يعني الدولار اللي بتحطه حتى تشتري قهوة من فلان، تعرف عن فلان؟ من فلان، ممكن هو يتحول إلى رصاصة. وعملنا إعلانات ونشر وترويج لهذه الفكرة لأنها حقيقة. ولكن اكتشفنا خلال عملية حتى عن BDS، اكتشفنا خلال ذلك أنه بصراحة هي ليست فقط مقاطعة المنتجات الداعمة، بل ترويج للمنتجات المحلية، لأنه هناك بعض الرؤوس في دول مختلفة ضد المقاطعة، لأنه البراندات الأجنبية مصدر دخل عالمي يعني. ولكن هنا المشكلة، هنا أصل المشكلة، أنت ضد المقاطعة لأن هذا المنتج تعتمد عليه اقتصاد دولتك. هذه مصيبة، أن يعتمد اقتصاد دولة عربية على منتج أجنبي، بمعنى في أي لحظة خلاف سياسي، أتفه خلاف ممكن يصير بين دولتين، إذا قررت الدولة هاي تسحب منتجاتها من دولة عربية، وش يصير في اقتصاد الدولة؟ ينهار، مصيبة. فإحنا هذا اسمه استعمار ناعم، إحنا مستعمرين من قبل القهوة والبرجر، يعني والله الموضوع تافه. فلذلك إحنا عملنا على إنه المقاطعة ليست فقط عدم الشراء من منتجات تدعم العدو، بل هي فرصة لإعادة بناء المنتج المحلي وتقويته. والموضوع ليس عشوائي، في موقع اسمه BDS للمهتم، BDS هذا الموقع يقوم بدراسة كيف منتج ما يدعم الاحتلال، وهو موجود في أمريكا، مقره في أمريكا، يقوم عليه مجموعة من النشطاء والحقوقيين الفلسطينيين والعالميين، يعني وهو واضح يعني من يقوم عليه وتاريخه وأشهر. هو ببساطة يقوم بمتابعة منتج ما كيف يدعم الاحتلال، يقدم الوثائق للعامة، ثم يطالب هذا المنتج أول شيء سرياً، يطالب بإيقاف الدعم، يطالب بالاعتذار، بالانسحاب، 1 2 3 خطوات عديدة. في حال عدم تجاوب البراند هنا يبدأ التصعيد الشعبي عليه. وفعليا كانت النتائج رائعة، في فروع عديدة من فلان، سكرت في مصر، سكرت في ماليزيا، سكرت في أمريكا، لأن هناك مناطق يعني العرب يحتلوها بكل فخر. في أمريكا فعليا إذا توقف العرب عن الذهاب إلى تلك المناطق، في شيكاغو على سبيل المثال، لن ينجح هذا المطعم أو الكافيه. فهناك فروع أعلنت إغلاقها بسبب القوة الشعبية. وهذه رسالة واضحة أننا لا نعتمد على أي مستعمر، وكلنا مررنا بمرارة الاستعمار، كلنا نعرف تأثير الاستعمار. لا يوجد استعمار يدخل ليصلح، الاستعمار يدخل ليأخذ ليسلب. وإحنا كجيل يجب أن نكون في واعيين لهذا الاستعمار الناعم الذي بدأ يتسلل لنا. ومن هنا انطلقت شرارة المقاطعة، والتي فعليا كان لها تأثير. حتى الأمريكان، يعني حتى مش العرب، الأمريكان كانوا يخجلوا ويقاطعوا. وكانت في فيديوهات مؤثرة جدا لأطفال أمريكان يمتنعوا عن شراء مقتنياتهم المعتادة لأنها تدعم قتل الأطفال، وأحيانا ما يعرفوا أي أطفال،
ما يعرفوا التفاصيل، ولكن فرصة نعرف أنه فعلياً المقاطعة السلاح مهم جداً، ليس فقط لمنع دعم الاحتلال في قصف أهل غزة، بل كذلك لتطوير ودعم المنتج المحلي، أن نقف إحنا على أقدامنا وإحنا نصير نصد للدول العالمية، وإحنا الآن شفنا بث حي مباشر 60 يوم. القوة لماذا؟ للدينار. اللي معه دينار له صوت في هذا العالم، اللي ما معه دينار صوته مش مسموع. شكرا شكرا. زياد، تحكي لنا شوية على les nouveaux médias. Est-ce qu'un média toujours écrit, que ce soit en papier ou en ligne, est-ce qu'il peut être considéré comme un média innovant? Bonjour. Fadlek. Avant de vous répondre, j'ai une certaine anecdote, et 2-3 constats. L'anecdote est qu'en tant que journaliste, on a travaillé toujours sur la question migratoire. Pour certaines institutions officielles, que ce soit européennes et même tunisiennes, on l'appelle migration clandestine. Pour nous, c'est une migration non réglementaire parce qu'elle touche le droit à un droit fondamental, c'est libre circulation de personnes. On a travaillé 36 000 articles, il y a toujours une simple revue de presse. Pourriez-vous, comment dirais-je, pourriez-nous faire apparaître autant d'articles, mais l'incidence a été presque nulle. Il a fallu une Instagrammeuse qui a fait une traversée de la Méditerranée centrale et qui a rejoint les côtes italiennes et elle n'a publié qu'une simple story. C'est presque 15 secondes. Au bout de 15 secondes, au bout d'une journée, elle a fait 100 000 vues. Donc, l'audience qu'elle a touchée, et du jour au lendemain, la question de la migration, s'est imposée, que ce soit les plateaux médicateurs pour les radios, même elle a été traitée sur les programme Access Prime Time pour les télévisions et au lendemain pour les journaux. Ce constat nous mène à un autre constat, c'est que la digitalisation ou bien la transformation digitale n'est plus une option pour nous en tant que journalistes, mais c'est une obligation pour la simple raison, le Tunisien n'est pas un bon lecteur, c'est que les gens ont presque 80% de la population tunisienne dispose d'un smartphone. Et presque 8 millions de comptes Facebook en Tunisie. On a presque les 3 sites les plus visités, c'est Google, YouTube et Facebook. Twitter, on n'est pas aussi Twitter à l'heure parce que c'est... bon, les Tunisiens, on est un peu bavards, on veut autant parler. Donc Twitter, c'est 160 caractères, c'est un peu pour nous pour s'exprimer. Alors, ces 2 constats et cette petite anecdote nous mènent à une conclusion principale. Celui qui n'avance pas ne va pas certainement reculer, mais il va disparaître. Je travaille pour un journal papier et on galère. Même si on a un scoop, même si on a une exclusivité, mais ça ne va pas encore tarder plus qu'1 heure, parce qu'il y a de la concurrence. Les radios et les télévisions n'arrivent pas à suivre le rythme accéléré des réseaux sociaux. Bon, réseaux virtuels plus qu'ils soient sociaux. Et à partir de ça, il y a un nouveau business model qui émerge. Il ne s'agit pas d'une réforme, ni encore d'une révolution au niveau du fondement du métier journalistique, mais je dirais que c'est une refonte. Les fondements journalistiques sont les mêmes. Le devoir de journaliste, c'est informer avant qu'il ne donne l'opinion. Aujourd'hui, l'information pourrait se faire, pourrait passer, circuler plus facilement et plus rapidement à travers les réseaux virtuels. Donc aujourd'hui, on a une information sur Facebook, un simple citoyen pourrait, à travers un appareil photo, ou bien à travers son smartphone, pourrait nous donner une information qui répond aux critères, Madame Hamida, les 5W questions. Pour la Tunisie, il y a peut-être un constat alarmant qui fait mal au cœur.
La Tunisie fut l'un des premiers pays de la région qui a Internet en 91. L'Internet a été ouvert au monsieur tout le monde en 99 apparemment. La SMSI, le sommet mondial de l'information, a été en 2005 en Tunisie. Et pourtant, on est un peu en retard, trop en retard. Certainement, il y a peut-être un côté informel là-dessus, mais ce côté informel nous a beaucoup aidés. C'est-à-dire, aujourd'hui en Tunisie, on commence à parler de la liberté de l'éditeur et non pas du journaliste. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise médiatique, elle est prise en otage par l'annonceur. On ne peut jamais critiquer une banque sur nos journaux ni dans les radios. On ne peut jamais critiquer des annonceurs télécoms pour la simple raison qu'ils s'investissent le plus dans les campagnes publicitaires. Je me rappelle bien, pour un secteur souverain comme le secteur du journalisme, il y avait un opérateur qatari, sans le nommer, en Tunisie, dont le patron a été impliqué dans des écoutes illégales. Donc il a mis sur écoute des responsables de l'État, pour le compte de deux partis politiques et pour le compte de l'ancien Premier ministre, chef de gouvernement, en l'occurrence Hicham Bechichi. Et personne ne l'a traité. Personne, aucun média. Donc, à partir de cela, on commence à comprendre que l'offensive de capital, désolé de le dire face aux capitalistes, mais il y a une offensive, une mainmise du pouvoir, de l'argent, parce qu'il y a trois facteurs de production. L'argent qui s'accapare des salles de rédaction, c'est l'argent qui dicte la ligne éditoriale, et c'est les intérêts du patron, finalement, qui font la loi là-bas. Raison pour laquelle on commence à parler, on a autant parlé de la liberté de l'éditeur et non pas de journaliste à écrire ce qu'il pourrait écrire. Cette situation nous a mené à l'émergence de nouveaux métiers, plus influents que le journalisme. Plus influents que le journaliste. Il y a le métier, par exemple, on commence à parler des TikTokers, des Instagrammeuses, des Facebookers, des YouTubers. Bon, les YouTubers, on commence vlogger. It's kind of, voilà. La terminologie anglaise, elle est plus adaptée à ce propos. Donc, ces métiers sont plus influents auprès du public. Ils sont plus proches, réactifs, et surtout, c'est un business plus lucratif que les médias. Une simple matrice SWOT nous mène à deux constats, deux opportunités face à ces deux faiblesses. La première opportunité, c'est que ce progrès technologique nous a donné l'occasion à développer des micro-entreprises, c'est-à-dire, entre guillemets, les start-up. Aujourd'hui, ça, c'est une opportunité même pour les fonds d'investissement. C'est d'ailleurs dans nos projets syndicaux du Syndicat national des journalistes tunisiens. C'est qu'il faut encourager les journalistes à se regrouper et créer leur propre entreprise pour servir la bonne cause du journalisme. Et je répète, le devoir de journaliste est toujours d'informer avant qu'il nous donne l'opinion. Et quand on est tombé sur l'opinion, on est tombé sur la manipulation de l'opinion publique, et les élections de 2019 en Tunisie est un cas assez concret à ce propos. L'expérience internationale nous montre que les médias étaient contraints de se développer. Quand on parle du New York Times, Washington Post, c'est un business model totalement différent à celui du Monde et le Figaro, par exemple. En France, il y a un État, peut-être l'État qui a sa propre stratégie pour le soutien et le support des médias. En Amérique, pas du tout, ce sont peut-être les patrons et les actionnaires qui dictent tout. Même il y a un modèle anglo-saxon qui nous parvient des pays nordiques. Helsinki Sanomat, par exemple, c'est un journal qui parle au nom du patronat finlandais. Et c'est un journal qui a plus que 100 ans d'existence. Et c'est un journal qui a, d'après les camarades et les collègues finlandais, qui a contribué à la libération de la Finlande et la résistance face à l'offensive russe à l'époque. Ce journal, c'est un grand journal en termes de capacité, en termes du building, en termes même de capacité d'emploi, en termes d'employabilité.
Ce journal a été contraint d'installer des studios digitales chez lui. Donc, aujourd'hui, on ne commence plus à parler de la radio, de la télévision et de la presse écrite. On commence à parler de l'émergence des médias qui regroupent à la fois l'image, la photo, l'élément sonore et l'écriture. Donc, on est obligé, on n'a pas le choix, on n'a pas de choix à se développer, pour se développer, sinon la situation elle est délicate par nature et par défaut. Si on ne suit pas le progrès technologique, on se demande s'il y a vraiment de journalisme d'ici 20 ans, d'ici 15 ans. Aujourd'hui, la guerre qui se passe actuellement, ou bien l'offensive qui se passe actuellement à Gaza et en Cisjordanie, nous montre que la propagande a été contrée, la propagande sioniste, et quand on dit la propagande sioniste, on dit presque tous les médias les plus puissants du monde. On parle même du journal Le Monde en France, on parle de CNews, on parle de BFM TV, on parle de, par exemple, quelques chaînes qui appartiennent au c'est un média de service public en France. Le Figaro, Le Point, on parle des journaux de l'extrême droite. Aux États-Unis également, on parle de la CNN qui a été malheureusement un média qui a été connu par son professionnalisme, mais de la période allant du 7 au 13 octobre, c'était totalement une certaine propagande, malheureusement, qui a adopté toute, ou bien qui a confirmé toute la version israélienne de l'IDF. Il a fallu peut-être l'intervention des gens comme Alain, des gens comme Bassem Youssef, et même des journalistes à la bande de Gaza qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui font le live sur leur propre chaîne YouTube. Donc avec l'abondance d'informations en termes d'offres et de demande, l'offre elle est abondante et la demande également. Le journalisme classique n'arrive ni à satisfaire l'offre, ni à satisfaire la demande, ni à présenter une offre qui peut vraiment satisfaire et générer des profits. Finalement, l'investissement dans un média, c'est un investissement. On attend des cash flows à la fin c'est-à-dire le point mort ou bien le point de rentabilité. Aujourd'hui, on peut se baser sur les réseaux sociaux, sur l'émergence de la technologie. Avec l'intelligence artificielle, on commence peut-être à dire et à s'inquiéter qu'il y a 300 millions de personnes qui vont peut-être à court terme perdre leur emploi. Les journalistes sont concernés par ça. Mais est-ce que c'est sûr ou elle est? Oui, c'est sûr. Ça peut porter préjudice à l'humain, trop l'entier? Absolument, parce qu'on a commencé de parler de l'intelligence artificielle après le lancement de ChatGPT. Mais il faut faire attention, il y a les GAFAM et surtout Google par exemple, il y a Huawei, il y a d'autres compagnies américaines qui développent des projets qui se basant sur l'intelligence artificielle. Par exemple, Google a développé un robot qui représente 5 médecins spécialistes. Au bout d'une demi-heure, il pourra vous donner les analyses de 5 médecins spécialistes. Donc, il y a des médecins peut-être qui vont perdre l'emploi. Qui d'ailleurs des journalistes, les infographistes par exemple, les animateurs. Aujourd'hui, à travers un simple logiciel, on peut faire générer tout un script, toute une personne qui parle sans identifier sa voix. Donc, tout cela peut être conçu comme opportunité, comme il peut être conçu, bien aperçu comme menace. Pour nous, en tant que syndicat, il y a les menaces, il y a le côté vraiment qui est une menace, mais il y a certainement des opportunités. Ces opportunités peuvent nous offrir en tant que journalistes et en tant que également syndicat une occasion pour créer, pour donner le support aux journalistes pour qu'ils créent leurs propres médias. Et comme ça, on peut garantir deux choses à la fois. Garantir l'information fiable, claire, indépendante et surtout crédible. Et surtout, on peut garantir la création d'entreprises et on peut supporter surtout les efforts de créer des emplois directs et indirects.
Zied Samahni Brabi, vu que Halina une parenthèse à l'intelligence artificielle, j'aimerais rediriger la même question à Madame Hamida, si c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Que j'en pense? L'intelligence artificielle. C'est une opportunité. C'est vrai, moi je suis optimiste de nature. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas arrêter l'évolution. Donc l'intelligence artificielle, il faut d'abord avoir une vision. Qu'est-ce qu'on peut explorer, à partir de quels moyens, etc. Quel type d'utilisation. Et donc, c'est vrai, bien évidemment, il y a des garde-fous. Aujourd'hui, si vous avez, par exemple, en Europe, on commence à réguler, essayer de réguler un peu les réseaux sociaux numériques, YouTube, etc. Par rapport à l'intelligence artificielle, idem, il faut savoir quels sont les risques, etc., les contourner, mais il faut avancer. Il faut avancer, il faut explorer les opportunités, investir sur des axes qui peuvent nous faire avancer. Et bien évidemment, bien sûr, il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y a d'autres qui vont être créés. Je donne un exemple. Avant, il y avait le métier titreur, quelqu'un qui vient, dont la fonction était de mettre des titres. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais il y a d'autres formes de métiers qui existent. Et donc, voilà, c'est l'évolution normale. La technologie, elle évolue, elle est au service des sociétés, à condition, bien évidemment, d'être bien préparé, d'avoir une stratégie, une vision, comment essayer d'en tirer profit, dans quel objectif, pour que ça soit quand même conforme à ce que nous voulons en tant que... Mais si on reste simplement spectateur ou dans une posture de, je dirais, nostalgie, etc., ça ne nous permet pas d'avancer. D'accord, très bien. Zied, juste la dernière question. Est-ce qu'il est trop tard, selon vous, pour que les médias classiques s'adaptent aux nouveaux usages numériques? Comment, hein? Il n'est jamais trop tard, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de vous répondre, le principal souci avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'elle menace, ou bien c'est au niveau déontologique aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui, parce que le business model des compagnies technologiques se base sur ce qu'on appelle sur l'économie sensationnelle. L'être humain, il est primitif en termes de sentiments. On a faim, on a peur, on peut rigoler comme l'être humain, nos ancêtres primitifs. Donc il y a certainement, là où il y a ces compagnies, ces algorithmes peuvent jouer sur ça. Il y a l'aspect curiosité, donc il y a l'aspect, comment dirais-je, الإنسان بدائي في مشاعره مثل الكائن البدائي مثل الإنسان الحالي تو. والشركات هذه تخدم أكثر على مشاعر الناس وتستغل فيها. يعني في نوع متاع ابتزاز لمشاعر الناس à ce propos في المسألة هذه. Ces entreprises ne vont pas peut-être remplacer le journaliste. Peut-être Facebook va remplacer les papiers. Peut-être YouTube va remplacer la télévision. Peut-être les podcasts vont remplacer les radios. Mais c'est une obligation et c'est très facile avec un simple investissement. Aujourd'hui, je suis avec la présence d'un collègue qui est l'expert du syndicat. Durant donc, en arrivant à Sousse, on commence à discuter à propos ce que ces réseaux sociaux, ces réseaux virtuels, qu'est-ce qu'ils font pour nous en tant que journalistes? D'abord, ils font de l'argent sur nos dos, c'est-à-dire sur la base des vidéos et des photos publiées par les journalistes et par les pages officielles sur Facebook des médias, ils génèrent des profits. C'est tout ce qui est publicité, par exemple. Facebook diffère un peu sur Google, YouTube. À partir d'1 million de vues, on aura à chaque vue $1, par exemple. Et ça continue. Aujourd'hui, on devrait commencer... on a besoin d'un quick win. On a besoin vraiment d'un premier pas. Mais il faut réfléchir sur le stratégique. C'est qu'il faut penser, à l'instar des pays européens,
de faire du lobbying et du plaidoyer pour obliger ces entreprises à payer une partie de leurs profits pour les journalistes en Tunisie. Ça se passe actuellement en Europe. Le Parlement européen a amendé une loi, une nouvelle taxe qui taxe les réseaux sociaux et qui impose une taxation sur les réseaux sociaux pour protéger le droit d'auteur. Sinon, on sera toujours dans une logique donc il faut penser à agir avant de réagir, parce que nous sommes aujourd'hui dans une logique de réaction. Les réseaux virtuels aujourd'hui, ils vont peut-être au bout de 10 ans, ils vont tuer les médias. BBC n'a plus de radio. Le streaming, on parle de live streaming tout simplement. Même en Amérique, aux États-Unis, en Europe, il y a tout un monde numérique qui réapparaît aujourd'hui. En Tunisie, on a peut-être l'impression de résumer ça au bout de 3-4 réseaux virtuels, mais il y a tout un monde avec ses monnaies, avec ses armées électroniques, avec ses frontières électroniques, avec des criminels, comment dirais-je, avec une police électronique, avec... C'est une copie carbonée, c'est une copie conforme de l'espace réel qui se passe aujourd'hui sur l'espace virtuel. Donc, en tant que journaliste, on a l'occasion vraiment qui se présente pour créer nos propres entreprises, pour assurer à la fois une information crédible, pour rebâtir la confiance du public au profit des journalistes, parce qu'il y a une certaine crise de confiance. Vu les lignes éditoriales changent selon les intérêts du patron, par exemple. Ça, on l'a su, on l'a vu en Tunisie avec 2 candidats, par exemple. L'un des candidats à la présidentielle, il a fait de sorte que son propre média, soit utilisé pour servir ses propres intérêts. La deuxième chose, c'est qu'on peut assurer la mobilisation de fonds, on peut générer des profits, et on peut surtout sauver le journalisme de la mainmise de l'argent, finalement. Très bien. Merci Ziedi Fadlek. Alors, place aux questions. On a le temps pour 10-15 minutes. Une de questions. Allez-y, monsieur. Mohamed Ali Sghair, journaliste à réalité. Je suis ravi d'être avec Madame Hamid Elbour. C'est juste une remarque qui va vous intéresser. Les panélistes ont tous parlé pratiquement de l'informalité à laquelle les médias font face. Bon, le titre de ce panel est l'informalité dans les médias. Ça suppose qu'on va parler des médias et l'informalité au sein des médias et non des réseaux sociaux et ainsi de suite. Bon, c'est l'argumentaire, ça. Une question à Zied. Combien de médias qui s'appliquent et appliquent la convention collective en Tunisie? Voilà. C'est un peu difficile de vous répondre pour la simple raison. Juste, voilà. Combien de médias qui fait ou bien qui est responsable de la couverture sociale des journalistes en Tunisie? L'État lui-même et les complices. Vous me dites comment? L'État s'est engagé en 2023 à travers la fameuse loi de finances. Il s'est engagé de prendre en charge les cotisations patronales de la presse écrite. On est à la fin de 2023 et rien n'a été concrétisé. Donc l'État lui-même qui génère, l'État qui consacre l'informalité dans les médias. La majorité des journalistes en Tunisie n'ont pas de couverture sociale. Les salaires, bon, on ne va pas parler des salaires, mais bien sûr, les journalistes se transforment en blogueurs, se transforment en TikTokers, ou bien je ne sais pas comment. Il va chercher ailleurs d'autres horizons, d'autres pistes pour pouvoir vivre. Il va même dans le travail illicite. Il va faire des piges ici et là, au détriment parfois de son travail ou bien de son engagement au sein de l'entreprise à travers laquelle il a des engagements. Bien sûr, des engagements moraux. Merci beaucoup. Merci à vous. Vas-y. L'informalité, peut-être, elle dérange les médias
qui existent. Mais pour nous, le syndicat, ce n'est pas une question qui dérange, d'autant plus qu'elle nous encourage à créer des médias gérés par les journalistes. Et tous les médias peut-être créés par des journalistes en Tunisie, ils ont résisté, que ce soit à l'époque, avant 2011 et après 2011. Donc, parlons de l'informalité peut-être au niveau économique ou bien au niveau purement légal, on peut le discuter, mais au niveau journalistique, pour nous, c'est une opportunité, sincèrement. Il y a certainement des médias qui ne respectent pas la convention collective, qui ne respectent pas les conventions, et bien même le code de travail. Mais il y a d'autres médias qui le respectent et qui le font. C'est une galère pour nous, en tant que syndicat, c'est que autant de médias n'arrivent pas à subsister. Aujourd'hui, on a parti en 2011 et 12 et 13 et 14, on a atteint le summum en 2015 avec aux alentours de 80 médias de presse écrite. Aujourd'hui, on n'a que 20 et même 14. Pour les radios et les télévisions privées, on avait 45 médias. Aujourd'hui, ça ne dépasse pas le 16. C'est vrai, c'est la loi du marché. Finalement, il y a des entreprises qui naissent et qui disparaissent. Il y a d'autres qui subsistent et résistent. Mais avec le nouveau business model imposé par les réseaux virtuels, on peut assurer une certaine continuité parce que ces médias se basent. Les outputs, ce sont le travail journalistique retraduit ou bien traduit sous forme de réel, sous forme de vidéo ou photo. Mais en termes de flux financiers, on peut le générer à travers la publicité, à travers le don et à travers les abonnements. Quant à l'État, le problème fondamental de l'État tunisien, c'est qu'il ne dispose pas d'une vision étatique vis-à-vis le secteur des médias. L'État, c'est bien ce qu'il fait dans l'industrie. Il a fait le programme de mise à niveau de l'industrie. Il a sa propre stratégie à lui en termes de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de la technologie également, mais du textile. Mais il n'a pas d'une stratégie claire vis-à-vis les médias. Raison pour laquelle il y a autant de médias qui font du surplace aujourd'hui en Tunisie sur le marché. D'accord. Ahmed El-Hermessi, président du réseau des freelances tunisiens. سؤال مدام حميدة وحتى سي زياد اللي كونسيرني بار نجم تنادي لي زياد زملاء. اليوم تعرفوا الانتليجنس ارتيفيسيال كلنا شفنا شنو اللي صاير التشات جي بي تي وقدرته على كومون الجينير دي تكست يعني بطريقه اللي ما تنجمش تعرف اسكو سي ان هيومان ولا سي ان روبو ديغيير. ونعرفوا اليوم اللي فما دي زابي غراتوي اللي في لي سيت ويب نجموا نركبوهم تستقي المعلومه من الانترنت وما عادش فما سكوب. يعني اي جورنال حتى يكون ميدياتيك مازال كيهبط المعلومه tout de suite اللي كابتي بار l'intelligence artificielle ويعاودوا يخدموه مره اخرى تكست بالياء ويعاودوا ببليوه دون لانستون ميم. يعني حتى السكوب اللي بلو ما عادش فما حتى حد بسكوب ينجم يبني عليه الشهره نتاع الريزو سوسيو نتاعو والا دونك ليا اليوم ونعرفوا زاد في العالم اللي فما كورس كبيره باش يقنوا خاصه ملي خرج الشات جي بي تي كورس كبيره باش يقنوا البروبريتي انتلكتويل مره اخرى لشكون المعلومه اللي شكون ترجع شكون كتب شنو وحتى نيفو دو ليماج. تعرفوا توا من جورني يعني من جورني نجموا نقولوا له اي بيرسوناليتي بوبليك نحطوه اللي اون تران دو فير دي كريم ولا يتصور والا ناخذ وجوه عباد ونعاودوا نحطوه. سي تري فاسيل دو لو فير. وشفتوا كيما التصويره مثلا تو في البروباغندا نتاع اسرائيل اللي وراها رئيس الحكومه نتاع اسرائيل نتاع لو بيبي محروق وهي غالطه وكانت برودويت بتشات جي بي تي في سكوندا. دونك لنا مدام حميده خاصه انتم يعنيكم في ليكول نتاعكم والطلبه نتاعكم تعرفوا حتى الطلبه تو ما عادش يكتبوا دي ميموار ما عادش يكتبوا في لي تيز وكل شيء. يعني افيك دو كليك انا توا اليوم نجم نطلع نشوف نحل اورديناتور ونرجع لك بميموار نتاع ماستر وسوتونابل زاد وتتعدى وامبرسيونونت زاد يعني بالمعلومات الموجوده خاطر تشات جي بي تي ممكن قاعد يوخر فما الباغ تو الباغ نتاع الجوجل كي كونيكتي اون طون ريال وينجم يجبد المعلومات اون طون ريال اللي العالم الكل في كورس باش يقنن
l'intelligence artificielle وفما une vision nouvelle للpropriété intellectuelle والدروا d'auteur. دونك اسكو في تونس احنا خاطر المشروع كان يبدا توا نعرفوه ينجم يخرج بعد 10 سنين يعني كيما لوتو انتربرونور قاعد توا في 8 عام ومازال ما خرجش اسكو توا فما ديزينيسياتيف جدد باش نقنوا باش نعاودوا نغزروا مره اخرى نعاودوا نراقبوا لي دغوا دوتور والبروبريتي انتلكتويل. وزياد حاجه اخرى قلت حاجه معلومه برشا مهمه برشا قلت فوز اون تران دانسيتي لي جورناليست اللي عندكم انهم يحلوا دي زونتربريز. سي ان بروجي سي با اون انسيتاسيون. D'accord, c'est très important. Le syndicat les journalistes في تونس elle est exceptionnelle, mais elle ne défend pas seulement la relation de subordination بين employé-employeur. على خاطر عندكم une population كبيرة نتاع دي فريلانس نتاع عباد يخدموا في الانفورمال والحاجة المميزة عندكم vous êtes capable باش تحضنوهم انهم يكونوا ينتميوا à un corps de métier. Donc لنا حبيتك تعطينا شنو هو البروجي هذا par rapport à comment vous allez inciter les journalistes. Vous avez une minute. L'idée c'est que نبدا لك بالسهل نحكي بالتونسي اسهل لي هكا. الفكره انه عندنا مشكله كبيره اليوم في قطاع الصحافه، فانه المؤسسات الاعلاميه قاعده تسكر والمؤسسات الموجوده الجالير بور سورفيفر عندها مشاكل ماديه. والاخطر انه كي تسكر مؤسسه اعلاميه باش يكون عندك صحفيين بطال. ميزا بار صحفيين اللي يتخرجوا سنويا من معهد الصحافه والا اللي يجيونا من مهن اخرى. الفكره انه فما دور الاعلام العمومي اللي هو نعتبره اساسي وهام جدا، هذاك موضوع ثانوي. بالنسبه للزملاء اللي يحب يعمل فكره، قادرين احنا الفكره كنقابه انه نوفروا له الامكانيات كلي نعملوا ستيل انكوباتور ولا بيبينيير، انه اون يبرج 5 6 مشاريع بيلوت 5 6 بروجي بيلوت اللي يخدموا في المؤسسات باش يعملوا مؤسساتهم الإعلامية. التجربة هذه انه صحفيين 3 4 في قفصة في تونس في سوسة في اي منطقة من مناطق الجمهورية يعملوا مؤسسة إعلامية خاصة في مجال معين، سواء البيئة المسائل الاقتصادية. عندنا نقص كبير في صحافة الاختصاص مثلا، الصحافة الاقتصادية أبسط مثال. دونك هكاكا اون بو غارونتير حاجتين، انك تخدم اكثر ما يمكن من زملاء ومن صحفيين وتحافظ على كاليتي نتاع انفورماسيون جورناليستيك محترمه، تبعد على اعلام الرداءه، اعلام البوز، تبعد على الكونسيبت تاع التيلي بوبيل كي تي ان كونسيبت ابوندون في تونس. والمشكله انه المستشهرين اليوم الكل يفرضوا على المؤسسات الاعلاميه تعمل لنا برامج نتاع شخص اليوم يحكي على الكره، بعد غدوه يحكي على الجيوبوليتيك، بعد غدوتين يحكي على التو ديريكتور نتاع البنك سنترال، بعد 4 ايام يحكي على الهوند، 5 ايام على الباسكيت، يفهم في الانجوري نتاع في كل شيء، يفهم في المريخ، في الانتيليجنس ارتيفيسيال. ولينا الناس هذوما يمانيبيولو لوبينيون بوبليك ويعطوا معلومه غلطه، وفي نوع نتاع عدم احترام للمتلقي. الفكره هذه باش تبعد على سلطه انت المستشهر اليوم، تحاول انه باش تخدم دي ميديا ديجيتو بلو رابيد، خاطر عندنا تقريبا 75% من التوانسه عندهم دي سمارت فون. كي توصل له معلومه انستونتاني خير من اللي معلومه صارت في المنطقه اللي يسكن فيها صحافي، خير من اللي يسمع بها في منطقه في وسيله اعلام سنترال في تونس العاصمه. هذه هي الفكره، والفكره انه فما الدوله فما نوع نتاع دي فون دانفستيسمون بور انكوراجي لي ستارت اب مثلا اليوم قادرين انه اون نوت فرونس ونخدموا، ونرى انه اليوم لازم اون طونك سانديكا كون ديفري فرانشير ان بالي سوبيريور اي سورتو نبعدوا على ثقافه عدائيه او العركه مع لو باترونا، خاطر سانز انتربريز il y a pas de journaliste, il y aura certainement pas de journaliste, et sans journaliste il y aura pas certainement d'entreprise médiatique. وشكرا. Madame Hamid, je vais juste 30 secondes. Oui. On a une troisième question, Fissa. Juste, je vais dire que, effectivement, ce que vous avez dit est vrai. Mais, bien évidemment, il y a aussi les logiciels que nous utilisons pour détecter ce genre de... Ça existe. Non, ils sont effectifs. Il ne faut pas dire non. Ils sont effectifs et ils détectent les textes qui ont été traités par ChatGPT. Parce que dans chaque technologie, il y a toujours ceux qui développent ces technologies. C'est comme si vous avez, je ne sais pas moi, un poison et un antidote. C'est la même chose. À l'université, ça se passe aussi comme ça. Et on se rend compte. On a des techniques pour se rendre compte de si
mémoire, et aussi dans le même sens de Zied, il y a aussi une certaine... on essaie d'inciter les étudiants à aller vers la création de projets, etc., de projets propres, conduite de projets. Il y a aujourd'hui une tendance générale à aider ce qu'on appelle l'étudiant entrepreneur. Ça concerne aussi les médias, les métiers du journalisme et de la communication. Très bien. Dernière question, monsieur. Question courte. Très rapidement. Shukran jazilan les contributions. Juste une idée, l'indépendance, la mainmise du capital sur les médias, avec des visées autres que le capital. C'est travail, تخدم إسرائيل, تخدم قضايا, وحكينا على معناها le rôle, الهدف نتاع الإعلام. باش نعطي un exemple très important qui n'est pas répandu, حكاية Mediapart اللي جبت عليها لحميدة. Mediapart en 2023, après avoir garanti la pérennité et l'indépendance financière, parce que paradoxalement c'est très rentable, c'est une entreprise très rentable, ils ont fait un montage unique qui empêche, qui bloque la revente ou la reprise ou le rachat de ce média par des groupes d'influence ou des groupes de capitaux. Ils ont fait un verrouillage juridique de manière à ce que Mediapart, qui a une mission, garde cette mission et garde son indépendance vis-à-vis des capitaux et vis-à-vis des groupes d'influence. Et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel qui doit être réfléchi pour que les médias ou les ou les indépendants de l'influence des capitaux soient concrètement en mesure de garantir cette indépendance dans le temps. Je pense que c'est une idée exceptionnelle qui a été initiée par Mediapart et qui doit être généralisée. Merci infiniment pour votre intervention. Alors, merci beaucoup à nos trois invités. Je tiens juste à signaler 2 points. Il était prévu que Loay Cherni soit présent avec nous. C'est un créateur de contenu. Il est très connu en Tunisie, mais voilà, suite à un empêchement familial, il ne peut pas être présent. Donc voilà, Inch'Allah les baisse, on lui souhaite un prompt rétablissement et bon courage. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième panel. Déjà, et voilà, on a le stand, juste comme le stand de l'Ahmer. Vous pouvez faire une petite contribution si vous voulez. Merci infiniment à tous.